bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Robert Danton, un historien dont l'œuvre est de la première importance, d'une extraordinaire richesse, en particulier sur le XVIIIe siècle, le monde du livre, des Lumières, leur lien avec la Révolution. Parmi de nombreux titres, on peut citer en traduction française L'aventure de l'encyclopédie, Le grand massacre des chats, Édition et sédition, ou plus récemment L'humeur révolutionnaire. Bonjour Robert Danton. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de l'université Harvard, dont vous avez dirigé la bibliothèque. Et l'occasion de notre discussion, c'est la parution d'un petit livre d'entretien avec Élise Gruau aux éditions de l'HESS, qui retrace votre parcours. Un livre intitulé 50 000 lettres, on verra pourquoi, et préfacé par Antoine Lelty, et que je recommande chaudement parce que je pense que c'est une très bonne introduction à votre travail pour les gens, en particulier les étudiants qui commencent et qui n'ont pas encore gravi la montagne d'érudition que tout ça représente sur des décennies. Voilà, c'est une bonne manière, je pense, de découvrir cela. Avant de parler de ce travail, je voudrais vous poser une question peut-être plus d'actualité. Vous êtes aujourd'hui en France, vous venez d'un pays, les États-Unis, où tout l'héritage des Lumières est en train d'être démantelé de manière systématique et brutale. Et votre université même, Harvard, comme tout le monde du savoir, est directement prise pour cible par le pouvoir exécutif. Alors comment l'historien du XVIIIe siècle vit une situation pareille ? J'y vois un véritable danger pour la démocratie. Je n'exagère pas. Je n'ai jamais vécu de crise pareille. C'est un président qui domine et l'exécutif et le législatif et une bonne partie des cours. Donc les trois divisions, si vous voulez, d'après Montesquieu, et c'est une véritable menace d'une dictature. Il démantèle déjà bien des institutions. Il prend pour cible un des cibles, l'université de Harvard. D'autres universités se sont pliées devant la menace de Trump. C'est une menace fiscale, finalement, puisqu'on touche énormément de revenus de l'État. En principe, bien sûr, les universités sont indépendantes, mais les revenus viennent, notamment pour les sciences exactes, les revenus viennent des grands établissements de l'État. Et Trump prétend disposer de cet argent. Il n'en a pas le droit, ce ne l'empêche pas pour autant. Et il s'agit de beaucoup d'argent. À Harvard, il y a des recherches très avancées. On tâche de savoir ce que c'est que la mémoire, par exemple. Des études fascinantes qui ont été stoppées brutalement. Et maintenant, bien sûr, on a porté plainte aux cours qui ont soutenu Harvard. Donc c'est en dispute, mais ça fait partie d'une sorte d'attaque contre la culture. Une culture dite d'élite, dans les sciences exactes, dans les humanités, un peu partout, et qui, semble-t-il, attire beaucoup d'appui de la part des petits bourgeois du Middle West et ailleurs. C'est assez étonnant. On n'a pas vécu cela et je ne sais pas où ça mène. Mais je crains qu'il existe une véritable menace de dictature. Alors ça permet de dire que travailler sur les Lumières, de ce point de vue-là, c'est pas anodin. Dans plusieurs de vos textes, vous dites attention, il ne faut pas idéaliser le XVIIIe siècle, cette période où des gens pouvaient s'amuser de torturer des chats. Oui. Et en même temps, on est bien obligé de dire qu'il y a un héritage à préserver, et vous le revendiquez aussi dans vos textes, cette idée que sans avoir la nostalgie des Lumières ou l'idéalisation, il y a quand même dans la démarche des Lumières des points d'appui qui restent essentiels. Tout à fait essentiel, je suis d'accord. Il existe une sorte de légende des Lumières vulgarisée et dans mes recherches, j'ai voulu montrer à quel point cette littérature des philosophes a été accompagnée par bien d'autres choses, notamment de livres interdits, de livres même pornographiques, des libelles politiques. Tout ça, c'est important. Il faut connaître l'encadrement des Lumières. Mais ça n'empêche pas pour autant
d'apprécier l'importance de ces valeurs. Liberté de la presse, je viens de citer Montesquieu. Eh bien, on relit Montesquieu en ce moment pour savoir à quel point la menace existe. Et vous savez, dans le cas de Montesquieu, il s'agit non seulement du contrôle du pouvoir, mais, à mon avis, Montesquieu était une sorte d'anthropologue avant la lettre. Il n'était pas d'accord avec les autres philosophes. Depuis Aristote, les autres ont distingué 3 sortes de régimes: monarchie, république, aristocratie. Chez Montesquieu, il a tout changé. Monarchie, bien sûr, république et despotisme. C'est lui qui a souligné l'importance et le danger du despotisme. Et d'après lui, il y a des principes dans chacun de ces systèmes: l'honneur pour la monarchie, la vertu pour la république, et pour le despotisme, c'est la crainte. Et je collectionne des articles du New York Times et des autres journaux où on mentionne tous les jours la crainte. Les gens ont peur. Et pas uniquement les gens du peuple ou les immigrés, même les gens de la bourgeoisie. Des avocats, il y a de grandes boîtes d'avocats qui ont cédé devant les menaces de Trump, certaines universités, et même à l'intérieur du gouvernement de Trump, les ministres tremblent parce qu'ils les chassent tous les jours. Et je dirais même à l'étranger, les chefs d'État plient le genou souvent devant Trump, le flattent, etc. Donc la crainte est un peu partout. Et je trouve cela, c'est un symptôme de danger qui a été reconnu par Montesquieu. Donc les Lumières sont à propos aujourd'hui. Ces lumières, vous les avez abordées en grande partie avec des archives écrites en français, des archives qui se trouvent en Suisse, des archives évidemment à Paris. Vous êtes un historien très francophile. Peut-être le seul encore plus francophile, ce serait Stephen Kaplan, parce que lui, il est allé jusqu'à vanter son amour de la baguette et du pain dans plusieurs livres. Mais cette francophilie, est-ce qu'on peut savoir un petit peu d'où elle vient? Qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre le français dans le cadre familial au départ? Et c'était quoi apprendre le français à New York dans les années 1960 ou dans la région de New York dans les années 1950-60? Oui. Bon, je n'ai pas de parents français. À l'université, j'ai plutôt étudié l'histoire américaine. Alors, d'où est venu cet amour pour la France? Je ne sais pas trop. Peut-être j'ai été inspiré par un certain sentiment d'indépendance, de révolte. Sartre, les cafés, les années 68, bien sûr. Mais en fait, j'aime la langue, j'aime la littérature. Je ne sais pas d'où cela est venu. Qu'est-ce qu'on vous faisait lire quand vous avez appris le français en high school? Parce que ça a commencé tôt. C'était quoi le matériau de départ? C'était déjà le XVIIIe siècle? Oui, ça n'a pas commencé aussi tôt que ça. J'ai appris la langue assez tardivement et donc j'ai l'accent que vous remarquez. Bon, il y avait Saint-Exupéry, Voltaire, puisque c'est assez simple, n'est-ce pas? On a commencé par Candide. Le petit Nicolas, j'aime beaucoup le petit Nicolas. Candide peut-être était votre point d'entrée dans le XVIIIe siècle. Vous avez peut-être découvert le XVIIIe siècle français à travers la langue de Voltaire. Oui, et une certaine, la fronde, un esprit de fronde, de révolte, d'indépendance et de liberté. Mais aussi le goût français, les repas, le vin, tout cela. Mais donc j'étais comme enfant d'une famille pauvre, et bien pauvre après la mort de mon père. Et ma mère ne s'est jamais remariée.
on a eu bien des difficultés. Donc, je n'arrive pas d'une famille où le français était un peu partout, où on pouvait voyager, etc. Je suis peut-être comme vous-même, comme bien des Français, un boursier. J'ai reçu des bourses qui m'ont permis de monter jusqu'à l'université de Harvard et puis d'Oxford. Mais chemin faisant, je gardais toujours un amour pour la France, les Français. Ensuite, j'ai fait des amis. J'ai été invité à l'école des hautes études. Il y avait un rapport entre Princeton, l'université de Princeton, où j'ai commencé, et l'école des hautes études. François Furet, Pierre Goubert, bien d'autres sont arrivés enseigner pendant un trimestre à Princeton. Donc les liens se sont établis petit à petit et je me sens compagnon de route de bien d'historiens français. En dehors de l'histoire, est-ce que je peux vous demander quels sont vos auteurs de fiction français que vous aimez lire ? Mes auteurs de préférence, d'abord Louis-Sébastien Mercier. J'adore le tableau de Paris, mais aussi ses autres écrits qui sont assez mal connus. Les entretiens du Palais Royal, les entretiens du Jardin des Tuileries, Rétif de la Bretonne. Bon, bien sûr, je cite des auteurs du XVIIIe siècle. Il y a une série d'écrits sur... comment s'appelle-t-il ? Une sorte de détective au XVIIIe siècle, mais écrit aujourd'hui. Il y avait une série de télévision, mais j'oublie le nom de l'auteur. Il a peut-être consulté quelques-uns de mes livres, puisque j'ai beaucoup étudié les archives de la police et je m'intéresse aux espions de police. Mais j'oublie le nom de l'auteur, mais ça m'a beaucoup impressionné. Et à part cela, bon, les grands auteurs, surtout Flaubert, les poètes, Baudelaire. J'habitais où je travaillais dans la chambre à coucher de Baudelaire sur l'île Saint-Louis. C'est l'Institut d'études avancées à l'hôtel de Lausanne. Et on m'a donné la chambre qui était la chambre à coucher de Baudelaire, mon poète favori. Bon, cela a été modernisé, si vous voulez, mais il y avait la fenêtre à travers laquelle Baudelaire regardait les toits de Paris. C'était une inspiration. Quel est votre investissement dans la traduction française de vos livres ? Vous écrivez en anglais, mais vous êtes attentif évidemment à la version française. Oui. J'ai lu que vous avez notamment choisi l'humeur révolutionnaire pour traduire temper, qui est difficile à traduire. Voilà. Donc quel degré d'attention, d'intervention vous avez vis-à-vis de la traduction ? Eh bien, j'interviens bien sûr constamment. Je lis les textes. Mais j'admire mes traducteurs, ils ont bien travaillé, parfois ils ont trouvé même des erreurs. Donc je me sens corrigé et j'en suis reconnaissant. C'est un métier peu apprécié, mal payé, mais très important. Alors, bon, j'ai pas mal écrit en français directement moi-même, et ce livre, en fait, c'est un livre d'interview, si vous voulez, les 50 000 lettres, et on a décidé de le publier en anglais. Alors, il fallait trouver un traducteur. Bon, c'est moi-même. Alors, j'ai fait une traduction personnelle d'un ouvrage rédigé en français et c'est comment dirais-je, un procédé curieux, fascinant, puisqu'on change de musique. Et l'important, c'est la mélodie, le rythme de la langue qu'on essaie de faire passer au lecteur dans une langue différente, fascinante.
Si on revient sur l'évolution de votre carrière, il faut mentionner pour les personnes qui ne le savent sans doute pas, et moi je l'ai découvert en lisant ce petit texte, que vous n'avez pas commencé comme historien, mais comme journaliste, et même comme journaliste plutôt pour les faits divers du New York Times, Oui, ce qu'on surnomme en français les chiens écrasés. Alors on avait les chats massacrés, là on a les chiens écrasés. Bon oui. voilà, c'est le crime beat, hein. Donc qu'est-ce que vous retirez de cette expérience que vous avez interrompue pour vous vouer à la recherche ensuite, mais quel sens ça a eu pour vous voilà, d'écrire dans ce journal où votre père écrivait? Bon, alors j'étais prédestiné à devenir journaliste. Mon père était un grand journaliste, semble-t-il. Je ne l'ai pas connu puisqu'il a été tué dans la Seconde Guerre quand j'avais à peine 3 ans. Mais je me sentais toujours obligé de suivre ses traces. Après la mort de mon père, le propriétaire du New York Times a dit à ma mère: vos 2 fils auront toujours une place au New York Times. Donc, je croyais absolument que je devais devenir journaliste. Mon petit frère l'a fait lui-même. Il a gagné un prix Pulitzer. C'est un grand journaliste que j'admire et que j'aime. Personnellement, eh bien, j'ai eu ma première byline, c'est-à-dire un article signé à l'âge de 4 ans. On peut en parler si vous voulez. Oui, c'est une petite histoire fascinante qui est racontée dans le livre, et on trouvera dans le livre d'ailleurs ce tout premier article, si l'on peut dire, traduit en français par Catherine Koenig-Pralon des éditions de l'EHESS, qui est en annexe. Vraiment, j'invite les gens à aller voir ça parce que c'est fascinant. Je vous laisse raconter de quelle façon vous avez écrit à 4 ans. En fait, c'est moins écrit que parlé, et ça a été transcrit. Oui, c'est un parler assez primitif qu'à cet âge-là, je faisais bien beaucoup de fautes, c'est naïf, etc. Mais un ami de mon père, un grand reporter qui s'appelait Mike Berger, m'a accompagné dans une sorte de tour de Washington à l'époque de la guerre. Et on pensait à la légende du petit enfant face au roi nu. N'est-ce pas? Tout le monde admirait les vêtements du roi. Il n'y avait que l'enfant naïf qui remarquait qu'il n'en avait pas. Alors, c'était un peu dans cet esprit que j'ai traversé Washington. Et lui a pris des notes précises. Il savait faire le shorthand. Comment dit-on shorthand en français? La sténographie. Oui, parfait. Donc, c'est vraiment moi-même qui parle. Pour moi, aujourd'hui, c'est toute autre personne. Mais c'est fascinant de lire à quel point, naïvement, je voyais dans les hôpitaux des gens blessés. Je suis allé à la Pentagone, et au cimetière, et c'est comme si j'étais hanté par la guerre, la mort, la violence, mais naïvement. Donc c'est assez curieux comme récit. Donc, mais c'était un vrai article publié dans le New York Times par Robert Darnton. Vous voyez à quel point j'étais prédestiné à devenir reporter. Est-ce qu'il y a un de ces articles d'adultes dont vous vous souvenez, d'une enquête ou d'un sujet qui vous aurait marqué, même si après vous avez renoncé au journalisme? Eh bien, il faut dire que j'ai commencé à la ville de Newark pendant que j'étais étudiant. J'ai travaillé pendant l'été et dans le quartier général de la police. Et c'était une formation professionnelle, si vous voulez. J'étais entouré de reporters. On ne disait pas journalistes. En anglais, ça va mal. Non, ce sont des reporters plutôt durs qui jouaient au poker et qui racontaient des choses, des photographes qui faisaient collection de photos obscènes des prostituées. En fait, c'était assez dur comme atmosphère. Et j'ai dû les fournir de tous les événements rapportés par le lieutenant de police. Chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, lui tapait une sorte de rapport très bref.
Et je cherchais ces rapports pendant que les autres jouaient au poker. Et je devais en tirer pour savoir est-ce que ça vaut la peine de faire des enquêtes ou de faire des coups de téléphone. Et ils m'ont dit presque toujours petit garçon, ça ne vaut rien. Il fallait donc se faire une idée de ce que c'est que les nouvelles. Et j'insiste là-dessus puisque ce n'est pas évident que d'être reporter. Il faut savoir ce qui peut passer chez l'éditeur et être imprimé. Et c'était donc une formation de chiens écrasés, je veux bien, mais surtout de la criminalité. On disait, si on peut bien faire des articles sur la criminalité, on peut être correspondant à la Maison-Blanche. Vous voyez quel est le point de vue des journalistes. Donc, je faisais cela pendant l'été. Ensuite, j'ai eu une bourse à Oxford et pendant les vacances, je travaillais dans le bureau de Londres. J'avais donc toute une formation en faisant mon doctorat en même temps, mais je pensais toujours que je devais revenir au New York Times, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai recommencé, mais là, comme reporter définitif. Et j'ai recommencé, bien sûr, au quartier général des flics, encore des jeux de poker et des professionnels assez durs. Et quand j'y allais, je lisais le grand livre sur la civilisation de la Renaissance par Burckhardt. Un livre que j'adorais, mais je ne pouvais pas le lire ouvertement devant les autres reporters qui ne connaissaient pas Burckhardt, bien sûr, mais qui m'auraient vu... oui, un intello. Oui, avec un tel livre. Donc, je l'ai caché dans une revue pornographique. Et je me suis dit finalement, mais quand même, tu lis Burckhardt, mais tu le caches, tu veux être historien. Oui, d'habitude, c'est l'inverse. On cache la pornographie dans des livres sérieux. Là, dans ce milieu-là, il fallait faire ça. On voit à quel point il y a des éléments qui préfigurent, c'est des hasards, le travail sur des archives policières, le travail sur des journalistes, et puis même le travail sur des textes pornographiques. Tout est presque déjà là, mais en ordre un peu dispersé. Oui, à Oxford, en allant à Oxford, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez travailler sur la France et que ça allait être un de vos centres d'intérêt? À quel moment l'idée d'aller ensuite d'Oxford en France consulter des archives pour la première fois, oui. Est-ce que ça a apparu à ce moment-là? Eh bien, il y avait des cours plus ou moins organisés pour une sorte de maîtrise. J'ai commencé par faire une sorte de maîtrise et il fallait choisir un sujet. C'était l'Europe depuis Louis XIV jusqu'à Napoléon. On soulignait l'importance de la France, qui était le grand pouvoir de cette époque, et cela m'a beaucoup fasciné. J'avais un tuteur, puisque tout le travail était tête à tête avec des tuteurs, qui était un grand spécialiste de Montesquieu, Robert Shackleton, et plus tard j'avais un autre, Richard Cobb, qui est assez connu en France aussi, un grand spécialiste de la Révolution française. Donc, sous l'influence de ces deux grandes têtes, j'ai fait des études assez avancées, mais surtout dans les archives. On dit dès le début, allez aux archives. Donc, je prenais le train ou le bateau, je traversais la Manche, je suis arrivé dans les archives. Ça faisait peur, c'est compliqué. Il y a toutes sortes une organisation que je ne connaissais pas et c'était un apprentissage. Donc, il y avait de l'empirisme à l'anglaise dans tout cela. Travailler d'après les documents, mais en même temps de grands experts. Et cela m'a formé, en quelque sorte, je crois.
On a parlé de ces voyages. Vous avez commencé à travailler à un moment où ces voyages devenaient de plus en plus simples. Pas sans doute avec la simplicité actuelle, mais malgré tout, 30 ans plus tôt, traverser l'Atlantique était moins facile. Vous avez travaillé à un moment où on a pu commencer à régulièrement envisager de venir faire des séjours d'archives et inversement, vous l'avez cité, d'inviter Furet, Bourdieu, Goubert de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que cette internationalisation du voyage et de la recherche a été une clé dans votre travail? Oui, je pense que j'appartiens à la première génération qui pouvait traverser l'Atlantique facilement par avion. Au début, bien sûr, c'était des navires. J'ai passé 4 ans à Oxford sans revenir aux États-Unis. Ça coûtait trop cher, c'était trop compliqué. Mais après, il s'est établi des rapports entre certaines institutions et les universités américaines. Il y avait donc un accord entre l'École des hautes études, ici à Paris, et l'Université de Princeton. François Furet est venu, Pierre Goubert, Bourdieu, beaucoup d'autres, chacun pour enseigner pendant un semestre. Normalement, ils ne parlaient pas l'anglais, mais j'étais le seul francophone qui les accompagnait et je suis devenu très ami avec eux et ils m'ont invité gentiment de passer des vacances, un mois à l'École des hautes études. Il s'est établi donc un accord important entre des chercheurs des deux côtés et nous étions inspirés, bien sûr, par ces grands historiens. J'étais très proche, surtout à Pierre Goubert, que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai bien travaillé avec François Furet, qui a écrit son article célèbre « Le catéchisme révolutionnaire » contre Albert Soboul à Princeton, où nous avons travaillé ensemble. C'est lui qui a écrit l'article, mais je faisais part, en quelque sorte, de cette dispute. Donc, je pense que j'appartiens, comme je l'ai dit, à la première génération où il y a une véritable collaboration des deux côtés. Et à une génération aussi qui a travaillé aux archives dans des conditions qui seraient aujourd'hui assez différentes. Vous racontez un moment comment le bibliothécaire de la bibliothèque d'Orléans vous a donné la clé pour vous permettre d'aller consulter vous-même des manuscrits parce qu'il s'est dit « je peux faire confiance à cet Américain qui a l'air sympathique et sérieux ». C'est quelque chose, je pense, qui serait plus tout à fait faisable aujourd'hui. C'était une autre époque. Mais en fait, je suis arrivé pour la première fois faire des recherches en province. Je parlais mal français, mais il y avait une note en bas de page qui indiquait qu'il y avait des archives peut-être importantes à Orléans, mais dans la bibliothèque municipale. Et j'étais le premier étranger à se présenter à cette bibliothèque. J'étais reçu par le bibliothécaire qui s'appelait le maire. Je l'ai pris pour le maire d'Orléans. Et il était enchanté qu'un étranger arrive chez lui. Il m'a dit commençons par faire une tour de ville. Et il a commencé par la mairie. Je me suis dit, mais quel pays qui reçoit des étrangers de cette façon? Et après un certain temps, je me suis rendu compte que c'était le bibliothécaire. Et il m'a posé une question. Vous êtes protestant? Oui. J'ai répondu, pour simplifier, il m'a dit « nous sommes plusieurs ». Et puis il s'est mis à raconter des histoires des Huguenots où ils se cachaient, etc. Et après, il m'a donné le passe-partout de la bibliothèque, puisque un protestant, on peut faire confiance, et les protestants travaillent beaucoup. Donc j'aurais besoin de travailler après le dîner, le soir. Et ce que j'ai fait. Et c'était des manuscrits magnifiques de l'ancien lieutenant général de police où j'ai trouvé bien des choses. Mais ça, c'est un passé qui n'existe plus, n'est-ce pas? Mais assez amusant. L'un des gisements d'archives les plus exceptionnels dans lesquels vous avez travaillé, vous le racontez dans le livre également, c'est 14 étés et un hiver, c'est à Neuchâtel en Suisse, où se trouve le fonds de la Société typographique de Neuchâtel, avec ses lettres extraordinaires. Quel a été votre point d'entrée pour
vous y rendre? Qu'est-ce qui vous a amené sur les rives du lac de Neuchâtel et dans ce corpus incroyable? Oui. Eh bien, c'était encore une note en bas de page. Toujours suivre les notes en bas de page. Oui, j'étudie beaucoup les notes, qui indiquaient qu'il y avait peut-être des lettres de Jacques-Pierre Brissot, un des chefs des Girondins pendant la Révolution, à la bibliothèque municipale de Neuchâtel. Alors, ça m'a coûté le prix d'un timbre. J'ai envoyé une lettre à la bibliothèque. « Avez-vous des lettres de Brissot ?» Réponse immédiate. « Oui, nous en avons 119, avec une photocopie d'une de ces lettres. » Et en lisant cette photocopie, je me suis rendu compte qu'il fallait repenser toute la carrière de Brissot. Et je l'étudiais puisqu'il a fondé avec quelques autres personnes une société gallo-américaine. C'est-à-dire qu'il était un peu le champion de l'Amérique avant la Révolution française, une république, des gens vertueux, des Quakers, etc. Une sorte de mythologie de l'Amérique qui me fascinait. Et je pensais écrire une biographie de Brissot. Après, j'ai reçu une bourse pour post-doctorat. Et je suis allé à Neuchâtel, j'ai trouvé les 119 lettres de Brissot entourées de 50 000 autres lettres. Et en les lisant, je me suis mis à rédiger une biographie de Brissot que j'ai laissée dans un tiroir, 500 pages, parce que le livre me paraissait plus important que Brissot lui-même. J'ai fait des articles, j'ai publié les lettres, mais ces archives-là venaient d'une maison d'édition, la Société typographique de Neuchâtel, et c'est la seule archive d'ailleurs qui existe d'une maison d'édition du XVIIIe siècle, mais il y a des dossiers d'une centaine d'autres maisons d'édition, 100 lettres de la Société typographique de Berne, de Lausanne, de Genève, de Maastricht, d'Amsterdam, et bien sûr énormément de maisons parisiennes. Il y avait tout le monde du livre, même les fabricants d'encre, les ouvriers qui tiraient la barre, les contrebandiers qui traversaient le Jura avec des sacs sur le dos remplis de livres prohibés, et surtout des lettres des libraires partout en France et des auteurs. Donc c'est le monde du livre qui m'a fasciné. Et à cette époque-là, on commençait en France à créer une nouvelle discipline, histoire du livre. C'est Lucien Febvre et Henri-Jean Martin qui ont publié l'apparition du livre qui a lancé cette discipline. Et je ne savais pas que j'étais historien des livres, puisque je le faisais sans le savoir, un peu comme le bourgeois gentilhomme qui parlait prose sans le savoir. Et c'est plus tard que j'ai fait la connaissance des chercheurs français, et depuis cette époque-là, nous sommes devenus des collaborateurs. Et du coup, il faut insister sur ce point, ce trésor archivistique, il permet un déplacement historiographique, puisque traditionnellement, en étudiant le XVIIIe siècle, on s'intéressait au contenu des textes, et vous auriez pu, avec d'autres curiosités, et d'ailleurs avec soit les mêmes archives, soit en disant je vais aller dans ces archives juste pour voir des questions d'influence et de qui cite qui, et de rester dans une histoire des idées finalement traditionnelle et abstraite. Et vous avez utilisé ce corpus pour passer à une autre histoire, une histoire sociale de la lecture et de l'impression et de l'édition, une histoire des pratiques. Et ça, effectivement, c'était quelque chose qui s'inventait dans ces années 1970. C'était pas quelque chose qui était institué. Aujourd'hui, ça paraît peut-être aux gens qui nous écoutent tout à fait naturel, mais il a fallu l'inventer, cette idée que on étudie le XVIIIe siècle pas seulement pour les idées, mais pour la manière dont les idées devenaient imprimées, circulaient, étaient achetées, vendues, parce qu'il y a un marché, évidemment, il y a des considérations économiques, tout ça, il a fallu le construire.
Oui, exactement. Bon, j'apprécie les idées, bien sûr. J'ai étudié les philosophes du point de vue philosophique, mais traiter le livre comme un objet et aussi comme le commerce du livre du point de vue sociologique, économique, etc., suivre la pénétration du livre dans la société d'Ancien Régime, c'est d'aborder les Lumières, mais toute la littérature sous un autre aspect. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est fascinant. Le monde de ces libraires qui luttaient contre la police, souvent, qui cachaient des livres un peu sous les... dans les granges, un peu partout, et qui essayaient de vivre. C'est un monde basacien. C'est comment dirais-je, les illusions perdues 40, 50 ans avant Balzac. Mais ce monde des illusions perdues existait bel et bien dans la France d'Ancien Régime. Est-ce qu'on a une chance de la lire un jour, cette biographie de Brissot ? Eh bien, je ne sais pas trop. On va publier, la Fondation Voltaire, les 119 lettres, avec une cinquantaine d'autres lettres qui concernent Brissot. Et j'ai écrit une introduction qui est presque une biographie, mais ce n'est qu'une trentaine de pages. Alors, je ne sais pas. Les 500 restent dans un tiroir. Est-ce que j'aurai le courage de faire cela? Je ne sais pas trop. J'ai fait un article sur Brissot comme espion de police, parce que j'ai découvert d'ailleurs dans ses archives à Orléans qu'il était espion de police d'après le manuscrit du lieutenant-général Jean-Charles-Pierre Lenoir. Lenoir a dit en tout mot dans ses manuscrits, il était espion de police, il était payé. Je pense que Lenoir ne mentait pas. Mais est-ce qu'il a écrit ses mémoires après être sorti de la France en 1789? Donc peut-être qu'il voulait compromettre un des chefs de la Révolution, c'est possible, mais je ne crois pas. Je crois qu'il était plutôt honnête, anti-révolutionnaire, mais qui n'avait pas menti. Il y avait tout un débat autour de cet article. Les gens disent, mais Brissot, espion de police, ce n'est pas possible. C'était le plus grand idéaliste des Girondins, etc. Il a lutté contre l'esclavage, pour la liberté de la presse. Il n'était pas capable de faire cela. Et moi, au contraire, je trouve que l'idéaliste qui doit se compromettre est une figure tout à fait représentative des conditions de vie des écrivains de cette époque-là. C'est intéressant parce qu'on touche à l'un des points à la fois qui a compté pour faire connaître vos travaux, mais qui a pu vous être reproché, cette idée qu'on désacralise finalement un objet, un monument. Les Lumières, c'est un monument, et en fait, ce monument, il est constitué d'êtres de chair et de sang qui ont leurs failles, leurs compromissions, leurs doutes, leurs incertitudes, leurs conditions matérielles d'existence, parce que pour vivre, on ne peut pas se contenter de publier des traités politiques ambitieux, il faut aussi parfois faire du pamphlet, de la pornographie, des choses qui sont moins prestigieuses. Et ça, c'est une dimension à laquelle vous tenez, mais sans désacraliser, ça ne veut pas dire dévaloriser. Exactement. Bien sûr, j'estime les Lumières, et surtout aujourd'hui, face à la menace d'une dictature, c'est d'autant plus important, mais il faut faire revivre le contexte. J'ai fait un autre livre qui s'appelle « La condition d'écrivain » où j'essaie de faire comprendre ce que c'était qu'une carrière littéraire. Puisqu'on ne pouvait pas vivre de ses écrits au XVIIIe siècle. Mercier disait qu'il n'y avait que 30 écrivains qui vivaient de leur plume,
Et c'était surtout soit des gens bien placés dans les parlements, même dans l'Église, soit de pauvres diables, les Rousseau du ruisseau. J'ai essayé de savoir combien ils étaient, quelle était l'importance de ce monde de pauvres diables. Et c'était tout un milieu, et un milieu d'ailleurs fascinant, qui a fourni bien des chefs de la Révolution, Fabre d'Églantine. J'ai toute une liste de noms que ça va vous ennuyer, mais Brissot était un de ces gens-là, Carat, Gorzas, même Marat dans une certaine mesure. Il n'était pas misérable, mais il était aliéné pendant sa lutte contre l'Académie des sciences. Donc c'était un enragé qui n'était pas vraiment assimilé dans la société. Pour revenir un tout petit peu avant, dans quelle mesure est-ce que les événements mondiaux, les États-Unis, France et beaucoup d'autres pays de 1968, ont joué un rôle dans votre formation intellectuelle et dans votre rapport, notamment à ces milieux contestataires, pour le dire ainsi? Oui. Eh bien, j'ai dit que j'aime beaucoup la France de la contestation. Il me semble important que le citoyen conteste. Je vais chaque semaine à des manifestations contre le régime Trump, mais en fait, je ne crois pas que personnellement j'étais emporté par 68. Je l'ai suivi. J'étais contre la guerre du Vietnam, bien sûr, mais ce n'est pas une atmosphère qui m'a formé. J'étais, je pense, déjà intégré dans l'opposition à la guerre, au racisme, donc bien des questions actuelles. Oui, et d'un point de vue biographique, vous aviez 40 ans, vous faisiez pas partie de cette jeunesse étudiante Oui. Qui, évidemment, pouvait facilement s'enflammer dans l'instant et dans l'événement. C'était un peu différent d'un point de vue personnel. Oui, oui, oui. Une question toujours sur ce contexte. Lorsque vous avez commencé à mettre en avant les textes et notamment tous ces libelles et ces pamphlets pornographiques qui jouaient un grand rôle quand même sous l'Ancien Régime parce que discréditer le roi, discréditer la reine, ça passait beaucoup par ces dimensions-là. Est-ce que ça a été bien accepté académiquement de parler de sexualité et de parler de ces sujets à une époque où c'était loin d'être aussi ordinaire que ça l'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire de la sexualité et les questions sexuelles ont leur place à l'université de manière tout à fait évidente. Comment c'était dans les années 1970 quand vous avez commencé à dire « Attention, les Lumières, il y a ce versant-là aussi ». Oui. D'abord, à mon avis, il faut apprécier à quel point la sexualité existe chez les grands écrivains. Les lettres persanes de Montesquieu, bien des écrits de Diderot. Voltaire utilise la sexualité pour faire passer certaines idées. Les écrits de Voltaire sont grivois. Il savait utiliser le charme du choc, si vous voulez, pour faire passer ses idées. Beaucoup d'écrits anticléricaux, même athées, utilisent la sexualité. Exemple, Thérèse philosophe, qui était un best-seller, c'est tout à fait pornographique, très explicite, mais en même temps, il y a un discours philosophique, même athée. J'ai trouvé pas des références, mais des textes qu'on a utilisés dans ce pamphlet ou petit roman pornographique. Donc la sexualité véhiculait, pour ainsi dire, des idées. À part cela, elle était utile pour s'attaquer au ministère. Donc il y avait par exemple la vie privée de Louis XV, il y avait les anecdotes sur Madame la comtesse du Barry, et ces écrits, j'en ai lu beaucoup, j'en ai étudié, et j'ai même des statistiques sur la diffusion de ces écrits-là. Ce sont des écrits qui se lisent très bien. C'est drôle, c'est méchant. La vie privée de Louis XV comporte 4 volumes.
C'est une histoire de la France depuis 1715 jusqu'à 1774, remplie d'informations bien écrites, drôles, méchants. Ça se vendait comme des petits pains. Et du point de vue de la réception académique de cette idée, est-ce que c'était finalement, comment dire? Est-ce que mettre en avant cette dimension sexuelle très importante, finalement vos collègues l'ont bien accepté ou est-ce que ça a un petit peu, gêné une partie du monde académique? Je ne sais pas trop bien, mais il faut dire qu'il y avait des polémiques déclenchées par mes écrits. Il y a même un livre qui s'appelle The Darnton Debate, tout un livre sur mes écrits. Ce n'est pas un festschrift. J'étais très attaqué, notamment parce que, semble-t-il, je n'appréciais pas suffisamment les pensées des philosophes. Mais ce n'était pas mon sujet. J'ai découvert un autre monde littéraire, ce qu'on appelle les livres philosophiques chez les libraires, c'est les livres les plus interdits. Et on estimait que j'étais peut-être un peu gauchiste, un peu, oui, touché par 68 et que je n'appréciais pas suffisamment l'héritage des Lumières. Donc oui, ça a déclenché un débat. Aujourd'hui, cela s'est calmé, il y a d'autres questions, mais j'insiste que je suis tout à fait partisan des valeurs des Lumières. Je voulais comprendre tout le paysage littéraire de l'époque et la diffusion de la littérature dans la société, ce qui n'était pas évident. Est-ce qu'on peut revenir sur les rapports entre livre et révolution? C'est une vaste question qu'on ne peut pas résoudre en quelques minutes, mais Oui. en lisant l'un de vos derniers livres, L'humeur révolutionnaire, on a vraiment l'impression d'un processus cumulatif. Chaque nouveau scandale et chaque nouvel épisode, on a l'impression de presque quelque chose d'inéluctable et d'une critique de plus en plus forte des gouvernants qui finit par éclater en 1789. Oui. Est-ce que vous envisagez une histoire où il n'y aurait pas eu la révolution? Est-ce qu'un what if sans révolution est possible? Ou est-ce que pour vous, le degré, l'accumulation finalement à la fois d'idées, de pratiques, de discours séditieux est d'une telle ampleur que cet aboutissement, il est presque inévitable? Question difficile, what if, etc. Nous disons souvent, nous vivons dans une société d'information. Moi, je dis que chaque société est une société d'information, chacune de sa manière, d'après les médias disponibles à l'époque. Et donc, je me suis efforcé d'étudier les médias, notamment de Paris au XVIIIe siècle, époque où il n'y avait pas de vrai journaux. Le journal de Paris a paru, premier quotidien français, a paru en 1777, mais très, très censuré. Il y avait des journaux étrangers, parfois acceptés, parfois prohibés. La Gazette de l'Aide, par exemple. Mais bref, le Parisien du XVIIIe siècle ne disposait pas de journal imprimé permis. Il y avait des gazettes clandestines. Mais comment est-ce qu'on s'informait? Quels étaient les médias? Alors, c'est un sujet qui m'a fasciné depuis longtemps et j'y constate l'importance de l'oral. Les chansons, par exemple. J'ai fait tout un livre sur les chansons de rue et j'étais étonné en consultant les chansonniers à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de l'histoire de la ville de Paris. Il y a des collections des chansonniers. Ce sont des albums où on collectionnait les textes des chansons du jour. Et il y en a tellement, je pense que le chancier Clérambault à la Bibliothèque nationale comporte 80 volumes.
on trouve des centaines de chansons collectionnées, à peu près une ou deux par jour. C'est-à-dire qu'on improvise, on écrit des mots, des textes d'après les airs de l'époque. Et tout le monde connaissait des airs. Il y avait donc une sorte de mémoire collective des airs et on écrivait facilement des textes sur les événements du jour. Et là, c'est étonnant. Je trouve que la chanson, on chantait dans les rues, il y avait des chansonneurs un peu partout, on chantait au travail. La chanson était comme un journal chanté. Et on peut suivre certaines chansons qui discutaient des événements, certaines strophes qui réfléchissent des changements dans l'atmosphère de Paris, etc. Donc, on peut travailler d'une manière précise sur l'information chantée. Mais est-ce que cette information chantée, après tout, on ne pourrait pas envisager un Louis XVI qui fait moins d'erreurs ou des réformes qui finissent par passer le Parlement ou les notables et du coup un tempérament collectif qui s'apaise? Ou est-ce que pour vous, ce que vous appelez parfois la haine collective du gouvernement, hein, qui est à l'arrière-plan voilà, de cette humeur révolutionnaire, est-ce que son poids rendait presque inexorable l'événement révolutionnaire? Pour revenir sur cette idée que la révolution n'est pas en entier dans les livres et dans les chansons qui l'ont précédée, mais elle y puise quand même une partie de sa tonalité. Oui, eh bien c'est Beaumarchais qui dit « tout finit par les chansons ». C'est le refrain dans le mariage de Figaro, et on peut dire, bon, ce n'est pas si important que ça, mais à mon avis, l'importance existe là où la chanson est liée aux écrits, aux manuscrits, comment dirais-je, rumeurs de la ville, etc. Donc je vois des médias mixtes qui se doublent et qui se renforcent. Je vous donne un exemple. Il y avait deux cafés très importants au Palais Royal, le café du Caveau et le café Foix. Et comme vous savez, le jardin du Palais Royal était habité par des centaines de personnes. C'était ouvert à tout le monde. Et on y lisait à haute voix des pamphlets. Et j'ai trouvé un exemple où on lisait un pamphlet fait par le gouvernement pour faire passer des impôts. Donc le public était hostile à ce pamphlet et un orateur du Café de Foix le lisait à haute voix. Il était interrompu par des sifflets, des protestations, etc. Et à la fin, donc une centaine, 200 de personnes, c'était une performance. On a nommé un juge, un avocat, un ex-maître des hautes œuvres, c'est-à-dire un bourreau. On a mis le pamphlet sur une table, on a fait un procès, on l'a condamné pour des délits de despotisme et le garçon du café l'a brûlé. Alors vous voyez à la fois la communication écrite, orale et une performance. Et c'est ce genre de choses que j'ai trouvé tout le long du XVIIIe siècle avec un effet de renforcement et cumulatif. Donc je ne cite pas une chanson pour dire voici la Bastille va tomber. Non, il s'agit de bien connaître tout le paysage, tous les médias et leur diffusion chez plusieurs niveaux de la société. Est-ce qu'il reste pour vous des choses à trouver sur la Révolution ? Et inversement, est-ce que vous avez lu des livres récents qui vous ont intéressé ou qui vous ont frappé, qui ont renouvelé l'histoire de cet événement ? Eh bien,
il est vrai que la Révolution française est si importante qu'elle frappe chaque génération, qu'elle se renouvelle. François Furet a dit la révolution est terminée. Il a eu raison, pourtant le débat autour de la révolution continue. Et à mes yeux, aujourd'hui, c'est l'aspect de l'abolition de l'esclavage qui importe. La révolution de Haïti occupe beaucoup de chercheurs. On commence maintenant à bien connaître cette révolution étonnante et l'abolition de l'esclavage par la Convention nationale en 1794, mais avant cela, la libération des esclaves à Saint-Domingue, Haïti. Aujourd'hui, c'est pour les historiens de la Révolution, c'est fondamental. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut revenir sur toute la question de la numérisation des livres, la numérisation des sources? Alors c'est un immense chantier, vous avez évidemment été partie prenante à la fois de débats, de contestations face à Google et à l'impérialisme de Google à un moment donné. C'est toute une histoire qu'on ne peut pas retracer dans tous ces détails, mais si on fait un bilan aujourd'hui, si on se place aujourd'hui, après pratiquement 25 ans de ce processus, Oui. Quel bilan vous pourriez tirer à la fois, on va dire, de ce qu'on a gagné et Oui. puis des risques que vous voyez? Eh bien, comme directeur de la bibliothèque de Harvard, qui est la plus grande bibliothèque universitaire du monde, j'avais des responsabilités. Et dès le début, Google est arrivé, me demandait est-ce qu'on peut tout numériser. Nous avons dit oui, mais après, Google a voulu numériser les livres couverts par droit d'auteur. Et là, j'ai dit non. Pourtant, l'université de Michigan, de Stanford, de Californie ont dit oui. Et effectivement, Google a numérisé des millions de livres couverts par droit d'auteur. Immédiatement, l'association des éditeurs et des auteurs ont porté plainte et il y avait des transactions secrètes pour arriver à un accord. Cela a duré presque 3 ans de tractation, etc., pour arriver à un accord. J'ai été invité à y assister parfois parce que Google voulait la bénédiction de Harvard, ce que j'ai refusé, ayant appris bien des choses. Et finalement, l'accord a changé un service de recherche qui était le début de Google, qui était excellent, à un monopole, une bibliothèque numérisée commerciale. Et il n'y avait que Google qui maîtrisait cela. Et Google voulait que nous, les bibliothèques, achetions nos propres livres sous forme numérisée pour des prix exorbitants. Alors j'y voyais la menace d'un monopole d'un nouveau genre. Monopole à l'accès du savoir numérisé. Je l'ai attaqué dans des articles du New York Review of Books, il y avait une polémique, et finalement, une cour fédérale a décidé que c'était un vrai monopole interdit, pas légal. Google Book Search, ça s'appelait, est mort. Mais nous étions en quelque sorte inspirés par l'idée de créer une bibliothèque numérique, mais pour le public et gratuite. Ce que nous avons fait, mais c'est toute une histoire. Bref, je vois dans Google une boîte étonnante de tant de talent, d'ambition et en même temps une menace commerciale. Commercial, mais aussi pour la notion même de texte, puisqu'aujourd'hui, toutes les ressources textuelles sont utilisées pour entraîner
les intelligences artificielles qui elles-mêmes produisent des textes qui n'ont de texte que le nom. Quand on a travaillé sur les textes et leur genèse, quel regard on porte sur cette fabrication de textes industriels qui est aujourd'hui permise notamment par ces numérisations? Oui. J'ai du mal à comprendre l'intelligence artificielle et je ne sais pas quel en sera le résultat, mais j'y vois aussi une menace. À côté de ça, il y a évidemment toute la dimension vertueuse de Gallica, par exemple, et de toutes les bases de données et outils numérisés. Alors, je voulais savoir d'abord si vous utilisez vous-même Gallica. Tous les jours. Je l'admire beaucoup. Cela, d'ailleurs, est beaucoup mieux qu'il n'était il y a quelques années. C'est remarquable. Je crois que, à moins que je me trompe, que tous les livres du XVIIIe siècle à la Bibliothèque nationale de France sont numérisés. C'est étonnant. Donc, je l'utilise tous les jours. Et puis peut-être pour terminer, vous avez dit à plusieurs reprises que le livre numérique, vous ne le voyez pas comme une menace, mais plutôt comme un changement d'accès au livre et que c'est une autre manière de lire, comme Gutenberg a introduit une autre manière de lire, etc. Est-ce que vous-même, vous lisez des livres numériques? Est-ce que vous avez une liseuse numérique ou est-ce que vous restez attaché sentimentalement au livre papier? J'avoue que je suis attaché sentiment au codex. L'invention du codex juste après l'époque de Jésus-Christ est, à mon avis, l'invention la plus importante de notre histoire. Et le codex imprimé est magnifique et vit très bien, se défend très bien. Mais ce n'exclut pas pour autant le livre numérisé, utilisé par beaucoup de gens. Les gens passent du livre numérisé au livre imprimé sans problème. Mais moi, personnellement, j'aime tourner les pages. J'aime m'orienter dans un texte en tournant les pages. Et même l'aspect physique des pages me plaît énormément. Donc, je suis très vieux jeu dans ce sens. Merci beaucoup, Robert Darnton. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager? Eh bien, j'ai dit que dans la recherche sur la Révolution française, on souligne l'importance de l'abolition de l'esclavage. Je recommande un livre de Jeremy Popkin sur la Révolution d'Haïti. Le titre exact m'échappe, mais je pense que c'est bien la Révolution d'Haïti. Un beau livre, pas trop long, pas trop compliqué, mais je pense que bien des personnes ne connaissent pas cette révolution étonnante. Peut-être tout le monde a entendu parler de Toussaint Louverture, mais il y avait tout un monde de révolutionnaires qui ont gagné leur liberté en se révoltant. C'est étonnant et c'est à lire. Je recommande très fort. Merci beaucoup, Robert Darnton. Je rappelle le titre de ce livre d'entretien, 50 000 lettres aux éditions de l'EHESS. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.